Nous nous sommes quittés la dernière fois alors que nous étudions le texte de Guy de Maupassant, Qui sait. Nous avions remarqué qu'il s'ouvrait sur une double interjection. Mon Dieu, mon Dieu. Et une sorte d'amorce de récit qui va suivre. Je vais donc écrire enfin ce qui m'est arrivé, avec des doutes. Mais le pourrais-je? L'oserais-je? Pourquoi? Parce que cela est si bizarre, si inexplicable, si incompréhensible, si fou. Nous avons vu qu'il y a ici une gradation des qualificatifs. Ici on les appelle épithètes caractérisantes. Elles indiquent le caractère de cette situation. Et l'auteur, le narrateur, insiste sur le fait que son raisonnement était sans faille. Dans mes raisonnements, aucune défaillance. Ces constatations n'étaient pas entachées d'erreur. Aucune erreur dans mes constatations. Pas de lacune dans la suite inflexible de mes observations. Ce qui signifie que ces observations étaient rigoureuses. Et si cela n'avait pas été, on le prendrait, on le croirait, il se croirait pour un simple halluciné. Un être qui a des hallucinations, qui voit des choses qui n'existent pas et qui serait le jouet d'une vision étrange, d'une étrange vision. On a déjà défini ce que c'était, que signifie l'étrange. Ce qui est étrange, c'est ce qui n'est pas ordinaire, qui est extraordinaire, qui peut être surnaturel, etc. Et puis, encore cette interrogation. Après tout, qui sait? Le doute s'installe. Mais il est sûr d'une chose, c'est qu'il est, nous l'indique, dans une maison de santé. Avec bien sûr une modalisation, une restriction. Je suis dans une maison de santé, mais on ne m'y a pas forcé. Il le dit sous une autre forme. Mais j'y suis entré volontairement par prudence, par peur. Il nous indique que seule une personne connaît son histoire, son médecin traitant. Et puis, il annonce qu'il va écrire son histoire. C'est-à-dire que lorsqu'on aura lu son histoire, on sera deux à être au courant de ce qui lui est arrivé. Et moi, lecteur, et nous, lecteurs, et le médecin traitant. Je vais l'écrire, je ne sais trop pourquoi, pour m'en débarrasser, car je la sens en moi comme un intolérable cauchemar. Donc le fait d'écrire l'histoire, c'est pour s'en débarrasser, pour oublier, pour se réveiller. Si l'on vit dans un cauchemar, comme il le dit, s'il vit dans un cauchemar, c'est pour reprendre conscience. Cela signifie que le fait d'écrire, le fait de parler à un médecin, le fait d'écrire
va servir de thérapie. C'est le meilleur médicament. S'épancher, s'ouvrir à quelqu'un d'autre permet de se soigner. Et puis, voilà son récit. Son récit, il va l'argumenter. Il nous indique au départ qu'il a toujours vécu comme un solitaire, comme un rêveur, une sorte de philosophe isolé, bienveillant. Alors, tous ces termes indiquent que quand il est seul, il est dans une sorte de quiétude, dans une paix avec lui-même et avec les autres. Et il nous explique aussi, quand il est avec les autres, lorsque je les sens depuis longtemps près de moi, même les plus familiers, ils me lassent, me fatiguent, m'énervent, et j'éprouve une envie grandissante, harcelante de les voir partir, de m'en aller, d'être seul. Donc nous pouvons avoir ici, nous pouvons relever deux champs lexicaux, celui de la solitude où la quiétude règne et celui du contact avec les autres, avec la société, et où il y a souffrance morale, fatigue, énervement et cette envie de redevenir un être isolé, solitaire, seul. Je nous le dis en conclusion que cette envie d'être seul est plus qu'un besoin, c'est une nécessité irrésistible. Une nécessité à laquelle, quelque chose de nécessaire à laquelle on ne peut pas résister. Et puis, là il y a un argument. Un argument qui peut nous paraître bizarre, inexplicable, incompréhensible. Un argument, si la présence des gens, la présence d'autrui continue, il y aura fatalement, pour le narrateur, un accident. Il y aura une conséquence fâcheuse. Puis il s'interroge, lequel? Et alors là, nous avons, qui c'est? Et il va émettre un certain nombre d'hypothèses. Vous voyez que il avance un certain nombre d'énoncés sous forme presque de règles. Les gens, conséquence, incident fâcheux. Et il va justifier. Tout en émettant des hypothèses possibles. Une simple syncope, peut-être. La syncope, vous connaissez le terme. Si vous ne connaissez pas, il signifie perte de la conscience d'une manière soudaine, subite, évanouissement, si vous voulez. On a une syncope, on perd la conscience, on perd le mouvement, on ne peut même plus se déplacer. Alors là, on s'évanouit, on tombe dans les pommes, comme on dit familièrement. Et puis, au fur et à mesure de son récit, il s'interroge encore. Pourquoi suis-je ainsi? Qui c'est? Il nous indique qu'il y a peut-être une cause. Et
il va se lancer dans des considérations d'ordre philosophique. Nous sommes deux races sur la terre. Voilà un constat. Ceux qui ont besoin des autres, ceux que les autres, au contraire, fatiguent, ennuient, gênent, lassent. Puis là aussi, il oppose. L'isolement, c'est le calme, le repos, l'indépendance de la fantaisie. La fantaisie de la pensée signifie tous les rêves qu'on peut avoir, l'imagination qui gambade allègrement. Une petite conclusion partielle dans son argumentation, où il nous dit, en somme, il y a un phénomène psychique. Les uns sont doués pour vivre en dehors, les autres pour vivre en dedans. Alors, ce qu'on appelle en psychanalyse, ce qu'on appelle en psychologie, il y a des êtres extravertis et des êtres intravertis. Et il y a des gens qui s'ouvrent aisément aux autres, qui sont prêts à accepter la communication, qui acceptent les autres, qui vont vers les autres, et vers l'ailleurs aussi. Il y a ceux qui se renferment sur eux, qui se recroquevillent, ce sont les intravertis. Extra, c'est dehors, intra, c'est l'intérieur. Et il pose comme principe, moi, j'ai l'attention extérieure courte et vite épuisée. J'en éprouve dans tout mon corps, dans toute mon intelligence, un intolérable malaise. Lui fait partie, il le dit, des introvertis. Il ne veut pas supporter d'être un extraverti parce qu'à ce moment-là, il a mal. Il en est résulté, regardez l'argumentation. Une cause, un constat, une conséquence, et il continue, corollaire de la conséquence. Il en est résulté, le résultat de tout cela, c'est qu'il s'attache, il dit, je m'étais attaché beaucoup aux objets inanimés. C'est pour cela que dans sa vie, il s'explique, dans sa vie solitaire, il est actif. Il est actif, mais où? Au milieu des choses, de meubles, de bibelots familiers, sympathiques à mes yeux comme des visages. Donc là, il y a une personnification des objets. Il leur donne une âme. Objet inanimé, avez-vous donc une âme, comme avait dit le poète. Objet inanimé, avez-vous donc une âme et la force d'aimer. Alors ici, il nous dit, au milieu des choses, de meubles, de bibelots familiers, sympathiques à mes yeux comme des visages, je l'en avais rempli, il avait rempli sa maison. Peu à peu, il se sentait dedans, à l'intérieur de sa maison, à l'intérieur de lui-même, content, satisfait, bienheureux. Voilà, le récit se termine sur bienheureux. La prochaine fois, nous allons voir comment cela se structure en schématisant la structure de ce texte. À bientôt.